Madame la Présidente, Madame la Présidente de la Fédération, vice-présidente de la région, vice-présidente du micro-parti, vice-présidente du groupe. Moi, j'ai cru comprendre que tu n'en avais pas assez non plus. Voilà, tu n'en as peut-être pas assez toi non plus. Bon. Euh, D'abord des mots de remerciement. Des mots de remerciement pour Guillaume qui nous fait l'amitié d'être à nos côtés depuis hier, qui a participé à nos débats. Alors on avait un débat sur l'avenir du PRG, donc quoi de mieux que le président du PRG pour participer, même s'il l'a fait un peu modestement, parce qu'il nous a dit qu'il allait tout nous dire aujourd'hui. Donc on attend avec impatience les mots que tu vas utiliser et les perspectives que tu vas tracer dans quelques minutes. Remercier Monsieur le maire, ses équipes pour leur accueil, cette salle formidable, ce cadre exceptionnel. Je ne lui dis pas qu'il vous explique comment tout ça s'est construit, parce que comme le projet a commencé dans les années 70, vous imaginez qu'on risque de ne pas être sorti avant un moment. Mais il se tient à votre disposition pour vous en parler et pour mettre en avant les beautés de son village. Et beaucoup d'entre vous dans cette salle ont pu le découvrir hier notamment. Des remerciements à la Fédération de l'Hérault qui nous a accueillis au-delà des boutades. Je remercie très sincèrement Florence et ses équipes et notre gentil animateur du jour qui a fait le maître des pendules hier, mais il est parti. Donc je ne peux rien dire sur lui, il vient de quitter la salle, donc il va revenir. Merci Bertrand d'avoir été hier le monsieur loyal de notre journée et d'animer avec bonheur cette matinée. Je veux remercier aussi Alexandre, Lucas, Rémi, Christophe et tous ceux qui ont contribué à la réussite de notre rendez-vous. Il y a eu de la préparation parce qu'on a voulu faire quelque chose de sérieux, de studieux, mais vous avez cru comprendre les uns et les autres qu'on a souhaité faire aussi quelque chose d'un peu convivial. Donc je ne vais pas revenir sur ce que Bertrand vous a expliqué. Je souscris à tout ce qu'il a dit, pour en avoir été le témoin. Sauf le bain de minuit de Pierre et Nicolas, mais bon, ça c'est autre chose. Voilà. Et pour la petite histoire, si le Jet 27 pouvait devenir un carburant pour les fusées, je veux rappeler que c'est une boisson 100% occitane, puisqu'elle a été créée à Revel, en Haute-Garonne, donc c'est dans l'Occitanie, il n'y a pas de doute. Donc une fois de plus, nous serions les premiers pour ce qui concerne le spatial et l'aérospatial. Voilà, donc ce serait formidable. Voilà. Plus sérieusement, je veux aussi bien sûr remercier l'association Janzé, qui est l'association de formation des élus qui participe à l'organisation de ce week-end. Pierre Morel est ici dans la salle au titre de ses fonctions dans cette association et au titre de sa présidence de la fédération PRG du Vaucluse, et je le remercie de sa présence. Et je veux aussi remercier M. Audemars, M. Dormagin, qui sont des professeurs de sciences politiques, qui ont animé des tables rondes hier lors de nos travaux. Ce fut particulièrement intéressant. Et j'adresse bien sûr un salut amical à notre collègue vice-présidente de la région, Nadia Pellefig, qui a accepté elle aussi de participer à nos travaux. Je me suis baladé ce matin dans la ville, monsieur le maire, et j'ai vu sur un mur, depuis 2500 ans, les hommes ont aimé cette terre comme nous. Et puis je vais te faire une confidence, nous aussi, on aime cette terre. Et on y reviendra avec grand plaisir, parce qu'on sait qu'on y est bien accueilli, on sait qu'on y travaille dans des très bonnes conditions, à l'exception peut-être des canards, mais j'ai cru comprendre que c'était le sujet un peu polémique, donc on ne va pas en reparler ce matin. Mais vraiment, merci pour nous avoir permis d'organiser ce rendez-vous. Guillaume va prendre la parole dans quelques minutes, et c'est très important pour nous que Guillaume soit là, parce que notre mouvement politique, notre parti politique, je vous jure que normalement on a payé. Si vous pouviez rallumer quand même, ce serait... Non, je sais pas, c'est fait exprès. Parce que sinon, déjà que j'y vois pas bien, je vais avoir un problème pour lire mes notes. Alors Rémi, si tu pouvais arrêter de faire du zèle, ce serait formidable. Si quelqu'un pouvait rallumer à la régie,
Merci, c'est formidable. Voilà. Alors, c'est très important que Guillaume soit là, parce que nous avons à partager, à la fois dans les propos que nous venons d'entendre de la présidente de région, Carole Delga, dans les propos que nous a adressés Bernard Cazeneuve dans une longue vidéo, donc c'est dire l'attachement qu'il avait à pouvoir être avec nous aujourd'hui, malheureusement des raisons personnelles fait en sorte que vendredi soir, nous avons appris qu'il ne pouvait pas être là. C'est très important parce qu'il nous faut parler de l'avenir de la gauche. Et quand on parle de l'avenir de la gauche, et quand nous voulons être des gens qui voulons réellement exercer le pouvoir, et non pas simplement le déclamer, mais ne rien faire finalement pour arriver à ce résultat, mais il est question aussi de l'avenir du pays. Et c'est pour nous, radicaux de gauche, républicains, ce qui reste d'abord notre boussole est le plus important. C'est formidable de parler de nos organisations, de se dire qu'on est tous géniaux, qu'on a des partenaires politiques, tout ça c'est très bien. En fait, ça reste que de l'organisation. Ce qui compte avant tout, c'est ce que nous sommes capables de faire, les uns et les autres, quelles que soient les fonctions que nous exerçons, de la plus modeste municipale que j'ai l'honneur d'exercer à la plus importante parlementaire, monsieur le sénateur, je te remercie de ta présence et de ta contribution hier à nos travaux. Eh bien, ce qui compte, c'est d'être utile à notre pays et de le faire en respectant les valeurs qui nous animent, qui sont celles de la République et sur lesquelles je vais revenir dans quelques moments. Il sera aussi question de l'avenir de notre parti, parce qu'il faut quand même qu'on en parle, parce que s'occuper d'un pays, avoir des idées pour le pays, avoir des idées pour contribuer au travail de la reconstruction de la gauche, puisque nous considérons qu'elle est à reconstruire. Certains nous expliquent que c'est fait. Voilà, ils ont créé un truc. Vous rentrez pile dans le truc, c'est formidable, vous débordez un petit peu, vous n'êtes plus de gauche. Je ne vais pas vous refaire le sketch sur le TripAdvisor de l'étiquetage de gauche, fait par certains, mais c'est exactement ça. Bon. Et donc il faudra bien qu'il y ait des organisations. Et de ce point de vue, nous aurons un rendez-vous important d'ici quelques mois. C'est un congrès. Alors on n'est pas les seuls. J'ai cru comprendre que le nôtre serait peut-être plus calme que celui de certains autres. Mais bon, chacun mène sa vie comme il peut et comme il le souhaite. Hein. C'est pas encore que des fois on a des surprises. Hein. Bon, voilà. En tout cas, je veux le dire parce que j'ai encore lu ici ou là des questions. Je veux le dire. Alors comme on est retransmis en direct, comme ça au moins les choses seront claires. Si au prochain congrès il y a des problèmes, c'est pas d'ici que ça va venir. Voilà. Nous ne portons aucune ambition à exercer demain les plus hautes fonctions à l'intérieur de notre parti, parce que nous considérons que le président que nous avons accomplit cette tâche avec talent, avec brio et porte nos idées, et que le plus utile, c'est de contribuer avec lui à porter notre message politique. Donc ce que tu vas nous dire tout à l'heure, on l'attend avec impatience. Je vois que tu as travaillé. Je ne doute pas que tu savais ce que tu nous dirais en arrivant ici. Donc je n'étais pas inquiet, mais je n'ai pas à être rassuré, donc, puisque je n'étais pas inquiet. Je voudrais vous dire un mot sur ce séminaire. Ce séminaire, nous l'avions imaginé d'abord, merci Bertrand pour tes propos tout à l'heure. J'ai dit du bien de toi, tu étais sorti, bon tant pis. Donc je vais recommencer. Voilà, merci. Ce séminaire, on l'avait imaginé d'abord pour faire un séminaire de rentrée du mois de septembre des élus régionaux. Parce que la cohésion que nous devons à notre travail commun, ben, ça passe par justement le fait d'échanger, de pouvoir, hors contexte, j'allais dire d'agenda très rapide, pouvoir discuter. Et puis, compte tenu des circonstances politiques, de ce qui s'est passé au niveau électoral dans les mois qui viennent de s'écouler, il nous a semblé important d'étendre, d'ouvrir ce séminaire et réellement de se mettre au travail, de débattre, de porter des réflexions, y compris sur des thèmes, sur des sujets dont on a vu, et notamment samedi matin, parce que j'ai entendu quelques bruissements dans la salle, que nous ne partagions pas tout ce qu'on pouvait entendre, et bien, c'était d'autant plus fructueux que ça a animé le débat. Et qu'on ne peut progresser réellement, et on ne peut réellement arriver à trouver
des consensus, ben, que si à un moment donné on débat avec celui qui n'est pas d'accord avec vous. Parce que si on débat qu'entre nous, globalement on va tous être d'accord. Peut-être sur la dose de jet on peut avoir des différences, mais sur les idées fondamentales de notre parti, on se connaît tous depuis longtemps, et les militants qui nous rejoignent partagent nos valeurs. Donc l'intérêt, c'est d'aller débattre avec des gens qui ne pensent pas comme nous. Et ce travail que nous avons voulu depuis ces 2 jours, c'est cet état d'esprit. C'est que pour modestement, nous puissions porter des messages auprès de Guillaume pour que lorsque le parti aura à prendre des décisions au niveau national, eh bien, ces réflexions puissent accompagner la nécessaire évolution, parce qu'il en faudra une, que nous devrons mettre en œuvre. Vous savez, la plupart des sujets qui font que notre famille politique, celle de la gauche républicaine et de la social-démocratie, se retrouve dans l'état dans lequel elle est aujourd'hui, la plupart des difficultés, la plupart des maux du pays, ils ont été diagnostiqués depuis très longtemps. Très longtemps. Je vous l'ai dit, j'ai eu un été studieux, j'ai lu des, vous vous rendez compte, j'ai lu des auteurs socialistes. Donc, c'était Michel Rocard, donc ça n'a jamais été très loin de nous, parfois très proche de nos idées. Mais très clairement, dans les écrits de Michel Rocard entre 1993 et 1995, tous les maux du pays sont là. Tous les diagnostics sont posés. Et les premières pistes de réflexion sont même portées. Qu'est-ce qu'on en a fait ? Aussi bien nos cousins socialistes que nous, finalement, on n'a pas tiré les enseignements de ces réflexions, le sentiment de déclassement, y compris des territoires ruraux, qui n'est pas toujours qu'un sentiment, qui est une réalité, parce que depuis des décennies, y compris quand nous avons eu le pouvoir, nous avons fermé les services publics, ou quand nous avons rassemblé les services publics, on l'a fait de façon intransigeante, sans rien expliquer, sans rien essayer de construire sur les territoires pour qu'il y ait une, je ne dis pas une acceptabilité, mais presque une adhésion à certaines réformes qui soient portées. Tout ça est fait. Il semblerait qu'il y ait une liste et puis on raye alors la poste, l'école, le trésor public. Alors le trésor public, les gens, quand vous leur dites, oh, c'est pas grave. Puis la première fois qu'ils ont besoin d'un renseignement parce qu'il y a un cas particulier, un malheur dans la famille, un mariage qui se prépare une bonne nouvelle, vous n'avez plus personne pour vous répondre. Hein. Il faut faire 32 km, et je ne vous parle pas des territoires les plus ruraux, je vous parle du département que je connais bien, le Tarn, où aujourd'hui il vous faut faire demi-heure de voiture pour avoir un rendez-vous avec une trésorerie. Voilà. Voilà. Tout ça, les diagnostics, ils étaient posés. Nous n'avons pas su travailler suffisamment. Nous n'avons pas su prendre en compte ces sujets et indiscutablement, c'est ce manque de travail de nos partis politiques respectifs. Peut-être un travail qu'on aurait dû faire en commun d'ailleurs, peut-être pas chacun dans son couloir, peut-être vraiment partagé, ouvert. Vous savez, on est les grands spécialistes des assises, des états généraux, on en a fait sur tous les sujets, sauf finalement sur les sujets qui font qu'on est dans cette situation aujourd'hui. Parce que sinon, on aurait essayé d'anticiper, de trouver des solutions. Eh bien, on ne l'a pas fait. Eh bien, moi, je vous dis une chose, c'est fini. Nous travaillons maintenant. Nous travaillons. Et ceux qui ont participé au séminaire depuis 2 jours peuvent en témoigner. Nous travaillons, nous échangeons. Alors, nous le faisons d'abord ici, je l'ai dit tout à l'heure, avec modestie, à notre place. Nous savons que nous n'allons pas trouver les solutions. En tout cas, probablement pas tout de suite. Mais nous souhaitons y contribuer et nous ne renoncerons pas à cette nouvelle façon de faire où on n'est pas pris par le quotidien de l'action publique, on prend du recul et on essaye de trouver de nouvelles pistes, des idées d'innovation, en se référant aux expériences locales. Monsieur le maire portait un témoignage hier. Tous les élus locaux, conseillers départementaux, les parlementaires, vous avez des expériences. De ces expériences, il faut tirer des projets plus vastes, qu'on peut sans doute arriver à calquer sur d'autres territoires, et peut-être même faire des lois nationales. Il ne faut pas faire l'économie des réussites locales.
Et on a parfois, quand on est élu local, trop de modestie. Parce que on ne fait pas ça pour, tu le disais hier, on ne fait pas ça pour passer à la télé, nous on ne cherche pas le buzz permanent. Mais quand il y a une réussite, qu'il y a quelque chose qui a fonctionné, qui sort un petit peu du cadre administratif, le carcan qu'on veut nous mettre, dans lequel on veut nous corseter parfois, eh bien, il faut le revendiquer, il faut le porter, il faut le partager. Et les organisations politiques sont là pour être le réceptacle de ces réussites et ensuite à nous d'en tirer des enseignements pour essayer de le porter plus largement. L'évolution de notre parti, tu le disais hier, Guillaume, je souscris à cette idée. En effet, nous comme d'autres, mais on parle de nous, ce n'est pas de faire un musée qui demain statufierait nos Clémenceau, nos Mendes France, nos Crépeau. On a de belles photos, de jolis drapeaux, tout ça est formidable. C'est formidable parce que c'est notre histoire. Mais ce qui est important, c'est de s'adapter à l'actualité. C'est pas de voir le monde dans lequel vivaient les uns et les autres à l'époque, à leur époque. Et d'ailleurs, la plupart du temps, on voudrait que leur action, on essaye de mettre en parallèle leur action et notre monde. Et on oublie quelles étaient les circonstances dans lesquelles les gens vivaient à cette époque-là, quelles étaient les circonstances politiques, économiques, géopolitiques parfois, quand on pense à l'action de Clémenceau, et on voudrait calquer tout ça. Mais tout ça ne peut pas fonctionner. Le monde a changé. On le voit tous. L'économie change. L'ubérisation de l'économie. C'est une révolution que personne n'avait vu venir, à part les libéraux, pour faire de l'argent. Eux, ils ont tout compris. Voilà. Mais nous, qui sommes des régulateurs, qui essayons de faire en sorte qu'il y ait des équilibres dans l'économie, que le capital n'écrase pas le travail, sans être des révolutionnaires, sinon on ne serait pas au Parti radical de gauche, eh bien, nous n'avons pas su accompagner ces transformations. Il faut aujourd'hui faire ce travail. Il faut aujourd'hui repositionner nos idées sur l'actualité, parce que notre pays, et peut-être au-delà, je vais en dire un mot, a besoin de nos valeurs, a besoin de cette recherche d'équilibre, et on ne peut pas construire dans la durée une vie en commun en recherchant la confrontation permanente. Alors si ça n'était que la confrontation entre les idées, ça pourrait ne pas être grave. Mais on voit bien aujourd'hui que l'excitation médiatique quotidienne, cette confrontation des idées où finalement vous ne cherchez pas à débattre avec l'autre, à le convaincre ou faire en sorte qu'il y ait un avis commun qui puisse se dégager, eh bien ça provoque aussi de la violence physique. On a connu des mouvements sociaux d'une violence et d'une dureté qu'on n'avait jamais connue dans notre pays. Et très honnêtement, à un moment donné, on se demandait où les choses allaient aller. Et il y a toujours dans ces cas-là les fomenteurs de coups d'État qui se préparent derrière, parce que ne croyez pas que ça n'existe pas. Ce que vous avez vu aux États-Unis, allez sur les réseaux sociaux, mes amis, vous allez découvrir qu'on en a quelques-uns en France qui sont gratinés aussi, quand même. Donc il faut être très vigilant sur tout cela et ne pas croire que nos libertés individuelles, portées par les valeurs de la République, sont des choses immuables qui ne peuvent pas changer, surtout si nous ne sommes pas vigilants à les défendre. Florence a évoqué beaucoup des idées que je voulais développer, donc je ne vais pas reprendre la plupart des aspects que tu portais. Bien sûr que les radicaux, notre existence est liée à la vie de la République, puisque nous avons cet héritage de la création de la République, portée par les grandes valeurs humanistes, cette République qui crée des citoyens, cette République des droits, mais cette République des devoirs, portée par la liberté, par l'égalité, par la fraternité, par la laïcité qui est le cœur de notre engagement politique et qui est le ciment qui fait que souvent nous sommes réunis tous ensemble. Nous sommes
cette gauche qui se veut émancipatrice, qui croit, mais qui croit au travail. Ben oui, nous croyons au travail. Nous pensons que le travail, l'organisation du travail, ben c'est quelque chose qui peut émanciper, qui doit émanciper le citoyen. Et bien entendu, quand on dit ça, vous avez vu les polémiques, peut-être la phrase a été mal prononcée par un leader politique, ou peut-être il l'a fait exprès pour qu'on parle de lui, ce sont des choses qui peuvent arriver aussi. Nous on assume. Un monde sans travail au XXIe siècle, dans le monde mondialisé, avec une économie ouverte, je ne peux pas imaginer que ce soit possible. Par contre, il faut, là aussi, travailler pour faire en sorte que le travail ne soit pas un asservissement. Et c'est vrai que les conditions de travail, j'ose pas dire des salariés, puisqu'ils ne le sont pas, de tous ceux qui travaillent pour ces plateformes qui existent aujourd'hui, nous ramènent à des conceptions qu'on pensait disparues depuis bien longtemps, parce que les gens s'étaient regroupés, et c'est ici sur ces terres vigneronnes, paysannes et ouvrières qu'on peut le dire, parce qu'ils s'étaient battus pour obtenir des droits. Eh bien, c'est vrai que dans certaines pans de l'activité économique moderne, ce travail-là, il reste à faire. Mais comme ces gens-là n'ont aucun statut, ils n'arrivent pas à se structurer. Et ce sera donc à nous, responsables politiques, de porter les équilibres pour rétablir des droits qui sont, je le crois, injustement abandonnés pour toute une catégorie de gens de cette nouvelle économie qui rapporte beaucoup à certains, mais dont on ne voit pas la possibilité de partager cette richesse. Et bien entendu, la notion de solidarité est quelque chose de très fort chez les radicaux. Je parle sous le contrôle de Pierre Nicolas, de Pierre Morel, qui vous parlerait de Léon Bourgeois de façon beaucoup plus construite que ce que je pourrais le faire, puisqu'ils en connaissent la pensée et l'évolution de la pensée de façon universitaire, j'allais dire. Mais c'est quelque chose d'important. On ne peut pas imaginer un monde sans solidarité, surtout quand nous sommes des humanistes. Parce qu'il faut aussi être capable d'accompagner ceux qui rencontrent des difficultés, qu'elles soient liées à la naissance, liées au statut social. Bon, l'État est là pour ça. Nous sommes un État protecteur. Et nous avons toujours, les radicaux, su défendre cet État. Et puis nous sommes une gauche qui est capable de parler de l'ordre public. Parce que là aussi, depuis trop longtemps, nous avons déserté ce sujet. Et nous l'avons laissé exclusivement au discours excessif, étant un mot pas encore assez important, des gens de l'extrême droite. Parfois, le discours angélique de l'extrême gauche. D'un côté, vous avez des gens qui vous expliquent qu'il ne se passe jamais rien et qu'il n'y a jamais aucun problème. Et de l'autre côté, vous avez des gens qui vous expliquent que vous ne pouvez pas sortir dans la rue parce qu'il y a toujours des problèmes. Même à Nice, monsieur le maire. Ils vous expliqueront ça. Bon, je confirme qu'il n'y a pas de problème à Nice. Pour m'être promené, tout va bien. Voilà. Eh bien, il faut que nous retrouvions l'équilibre là aussi entre les deux pour rétablir cette notion que la gauche peut parler de l'ordre public, le faire avec force, un ordre public, bien sûr, républicain, juste, mais exigeant, parce que la République, c'est quelque chose d'exigeant. Et ça, je pense que nous avons trop longtemps abandonné ce discours de besoin d'exigence dans l'application de nos lois, à la condition, et c'est Nadia Pellefig qui l'évoquait hier pour d'autres sujets, que l'application des lois se fasse de la même façon pour tous. Parce qu'une loi, elle peut être acceptée à condition que vous soyez puissant ou misérable, le traitement soit le même. Or, malheureusement, nous pouvons, ici ou là, trouver des exemples où les choses ne sont pas exactement déroulées de cette façon. Nous devons là aussi, donc, être capables de porter ce discours d'un besoin d'éthique dans l'application
de la loi et de le faire avec force. Mais l'ordre public, c'est quelque chose que nous devons réaborder. J'ai trouvé cette phrase de Saint-Exupéry qui dit « La vie crée l'ordre, mais l'ordre ne crée pas la vie ». Eh bien, je crois que c'est ça. Il nous faut trouver l'organisation qui permette de vivre ensemble, mais ne pas considérer que des uniformes à tous les coins de rue, des caméras partout, un ordre qui serait, comme certains le souhaiteraient, excessif, eh bien, puisse demain faire en sorte que nous puissions vivre dans de bonnes conditions. Eh bien, le PRG, c'est tout cela. C'est assumer tous ces aspects, le faire avec force, avec courage et le faire avec constance. Et je pense que c'est aujourd'hui le travail qui s'ouvre à nous. Guillaume va nous parler de l'avenir du parti. Je voudrais vous en dire un mot parce que, comme beaucoup d'entre vous, je suis un vieux militant. Je m'amuse à le dire parce que je vais fêter mes 30 ans de militantisme l'année prochaine. Enfin, je ne sais pas si j'ai gardé toutes mes cartes, mais j'ai souvenir de les avoir toutes payées quand même, Monsieur le Président. Il n'y a pas de difficulté. Nous avons donc besoin, bien entendu, de nous transformer, de nous ouvrir, de porter tous ces travaux. Mais il ne faut pas que nous disparaissions. Parce que j'ai entendu ici ou là, on lit tous des choses sur les boucles internes de notre mouvement, qu'on pouvait imaginer des fusions complètes, etc. Moi, je ne crois pas qu'il faille aller dans cette voie. Je pense que nous pouvons travailler avec d'autres, que nous devons plus que jamais travailler avec d'autres, avec ceux qui partagent un socle de valeurs, tout en discutant avec ceux qui ne partagent pas exactement nos idées, même si je pense qu'il faut être très vigilant sur le fait que nous soyons d'accord sur ces principes de valeur, mais qu'il nous faut garder notre organisation, notre parti, emporter pour une part la mémoire avec cette volonté d'innovation que tu souhaites mettre en œuvre à l'intérieur du PRG. Je veux vous dire cela parce que c'est ma conviction profonde. Et la dernière conversation que j'ai eue avec Jean-Michel Baillet, c'était sur le même sujet. On n'est pas toujours du même avis avec Jean-Michel, vous le savez, mais là on était tout à fait raccord et ça me permet de l'excuser. Il aurait souhaité être à nos côtés. Vous savez, Jean-Michel est maire de Valence-d'Agen. Ce sont les grandes fêtes générales de Valence-d'Agen. Quiconque est élu local dans cette salle sait qu'il ne peut se soustraire à la présence du maire pour les fêtes locales. Donc, il était tout à fait satisfait de l'organisation de ce séminaire. Il nous a encouragés à le faire, mais il ne pouvait pas être avec nous et il le regrette. Alors, bien sûr, dans le parti, on vit parfois des moments difficiles. Dans une vie politique, il y a des victoires, il y a des défaites. Il y a des victoires électorales, il y a des défaites intellectuelles. Et puis, il y a aussi des grands moments. Des grands moments où on se dit qu'on ne s'est pas trompé dans son engagement. Et le choix que nous avons fait sous la direction de Guillaume Lacroix, alors pour les défenseurs du droit du travail, vous allez nous gronder, mais on a travaillé le 1er mai. C'était un dimanche en plus. Alors c'était en visio quand même, on pouvait faire ça de la maison. Le comité directeur national qui a décidé, dont l'ordre du jour portait sur est-ce que les radicaux de gauche rejoignent la proposition faite par M. Mélenchon ou est-ce que nous abordons de nouvelles perspectives indépendantes. Moi, je suis sorti de cette réunion avec un sentiment vraiment de reconnaissance pour les militants qui ont participé à ce débat. 3 heures de débat, 30 interventions. Jamais, mes amis, et je veux le dire devant ceux qui ne sont pas membres du parti, nous n'avons abordé la question de l'accord électoral. Jamais ça n'a été abordé. Nous n'avons abordé que des questions de fond. La République, la laïcité, l'économie, l'ordre public, le social, l'Europe. Nous avons débattu, d'accord, pas d'accord. Pour le coup, là, vraiment, il y avait une émulation intellectuelle superbe, et nous avons voté. Et nous avons fait le choix de ne pas rejoindre cet accord. Nous en connaissions le prix électoral, et ça avait été débattu d'ailleurs avec les députés sortants qui étaient de nouveaux candidats.
ou qui avait choisi de ne plus être candidat, mais qui accompagnait de nouveaux candidats. Et je veux avoir une pensée et saluer mes amis des Hautes-Pyrénées et saluer Janine Dubié qui nous a fait l'amitié d'être là. Et j'ai bien sûr une pensée pour Sylvia Pinel, vous le savez, qui a été battue en Tarn-et-Garonne, avec la présence d'ailleurs d'un candidat de la NUPES au premier tour. Et j'ai eu Sylvia au téléphone, elle vous adresse ses salutations, ses meilleurs sentiments. Elle est avec nous, il n'y a pas de doute là-dessus, mais compte tenu de sa reconversion professionnelle, elle ne pouvait pas être disponible ce week-end, mais ne doutez pas sur son soutien. Et puis je veux saluer aussi tous ceux qui ont été candidats, qui sont ici dans cette salle, et ils sont nombreux. Parfois sur des territoires où on savait que la défaite était certaine, mais ils l'ont fait. Et ils l'ont fait souvent avec réussite. Parce que vous savez, les radicaux, nous étions les messieurs-dames 1%. Voilà, dans les négociations qu'on pouvait avoir avec nos partenaires, on disait, oh, ben vous amenez 1%. Ben non, les amis, on n'amène pas 1%. Ici c'est 5, ici c'est 8, ici c'est 10, ici c'est plus. Et parfois, c'est des scores en plus sur des territoires que nous savions perdus, mais où nous avons porté le flambeau républicain, où nous nous sommes battus. Et je veux, de ce point de vue, même si elle n'est pas toujours très gentille avec moi, féliciter et remercier Florence de son engagement dans la circonscription de Madame Ménard, d'avoir supporté les valeurs de la République, d'avoir supporté ce combat. Et je veux remercier au passage tous les copains de la gauche, les amis socialistes, le président du département, les maires, les conseillers départementaux de cette circonscription qui ont soutenu Florence, qui ont porté les mêmes valeurs et qui ont permis à Florence de faire une très belle campagne. Je rappelle que tous les candidats, là, vous avez fait des campagnes en 15 jours ou 3 semaines quand même. Arriver à faire les scores que vous avez fait les unes et les autres en 3 semaines de campagne, c'est, je dirais, un exploit. Et en tout cas, ça prouve que vous n'avez pas renoncé à votre engagement et à porter nos valeurs. Et puis il va falloir construire. Alors construire, Guillaume va nous en parler, nous avons des initiatives qui sont prises. Il y a des initiatives en région. La présidente nous a invités. Alors honnêtement, on était invités avant la vidéo et on savait qu'il se passait quelque chose le 25 septembre prochain. Ce n'est pas une surprise pour nous. Et bien entendu que les élus régionaux et que la fédération régionale PRG d'Occitanie rejoindra cette manifestation et y contribuera. Sinon, ce serait en contradiction totale avec ce que je viens de vous dire sur le fait qu'il faut travailler avec les autres et à commencer avec nos amis. C'est une belle initiative. Carole porte dans la politique régionale des combats, des valeurs, des projets que nous soutenons toujours avec fidélité, avec loyauté, parce qu'il n'y a pas de vote différencié chez les radicaux. S'il y a quelque chose qui ne convient pas exactement à la réflexion que nous portons, on en débat avec Carole, on trouve là aussi des équilibres, des compromis, et puis nous votons. Voilà, je veux le dire parce que ce serait bien que certains s'intéressent au vote de certains autres groupes de la majorité. Bon, c'est comme ça. Et puis il y a l'initiative prise par Bernard Cazeneuve, dont j'évoquais tout à l'heure les raisons pour lesquelles il ne pouvait pas être là. Il nous a adressé un long message de 15 minutes qui est un message fort, qui est un message qui porte des valeurs, qui porte des sujets, qui porte des pistes de réflexion, voire même des débuts de propositions. Il est sain que des hommes d'État saisissent ce débat et participent à ce débat. Il ne faut pas qu'il y ait une multiplicité, parce que des hommes d'État de centre-gauche, de gauche, social-démocrates, républicains, on en a quelques-uns, hommes et femmes d'État d'ailleurs. Donc il va bien falloir à un moment donné aussi que les uns et les autres, et là je ne parle pas pour moi, tout cela n'est pas de mon niveau, j'adresse ce message à notre président qui saura le faire passer, il va bien falloir là aussi que les uns et les autres se parlent entre eux. Parce que sinon, à un moment donné, on va retomber dans nos travers, qui ne sont pas que les travers de la gauche d'ailleurs. Cette élection présidentielle rend fou, la course des petits chevaux rend fou. Tout le monde, à un moment donné, voilà. Donc pour l'instant, tout va bien parce qu'on est très loin de l'échéance. Mais si on ne trouve pas là aussi une méthode d'organisation pour se parler entre nous, et que ceux qui sont
nos représentants les plus illustres de ces courants de pensée se parlent entre eux, eh bien on approchera de l'élection présidentielle dans le même état que ceux qu'on a abordés les dernières, et on en connaît malheureusement le résultat. Je vais vous parler de l'échéance qui arrive. Alors je sais que ça n'excite pas les foules, mais nous avons des élections européennes qui arrivent. Les élections européennes, c'est pour moi un moment qui peut être un moment fondateur. Parce que très honnêtement, il y a plein de sujets qui nous séparent, je l'ai dit tout à l'heure, c'est pour ça qu'on n'est pas allé dans l'accord de la NUP. Et je sais que certains socialistes n'y sont pas allés sur plein de sujets différents. Mais le sujet le plus clivant peut-être, c'est le sujet de l'Europe, avec la plupart des partis qui sont à l'intérieur de la NUP. Et donc, on peut peut-être espérer que ce moment des élections européennes sont un moment qui permettent une certaine clarification, qui permettent de se positionner. Alors c'est vrai que nous portons une utopie, nous sommes les plus fédéralistes, tout en étant une organisation politique la moins internationaliste d'ailleurs, au passage, puisque ce n'est pas dans la tradition radicale, comme chez les socialistes ou chez les communistes, d'avoir une internationale, etc. Nous sommes les plus fédéralistes. Nous avons eu tout de même de grandes figures qui ont travaillé sur ces sujets, Maurice Faure bien entendu. Je reviens à Léon Bourgeois, dont certains ignorent peut-être qu'il fut un grand défenseur de l'organisation internationale et que c'est probablement le penseur radical qui est allé le plus loin sur ces sujets et qui porte vraiment l'aspect internationaliste, humaniste très, très en avant. Et il faudra sans doute relire Léon Bourgeois. Mais l'élection européenne, ce sera le moment, je crois, de la clarification. Le moment de la clarification, mais aussi le moment où il faudra se mobiliser fortement, parce que la plupart des sujets où certains de nos responsables nationaux d'aujourd'hui et d'hier nous expliquent que tout peut se résoudre en France, j'ose même pas parler de ceux qui ne gagnent pas l'élection, ou ceux qui passent jamais très loin de la gagner, vous savez, là, quelques centaines de milliers de voix près, qui vous expliquent que tout est possible en partant de chez nous. Ben, tout ça, c'est pas vrai. On sait que c'est des carabistouilles. Comment vous voulez travailler aujourd'hui sur les enjeux climatiques et environnementaux si vous ne le faites pas de façon commune au niveau européen? Et même le niveau européen, probablement, compte tenu de l'urgence climatique, ne sera pas suffisant. Mais déjà, si on parle d'une même voie au niveau européen, nous aurons probablement une meilleure efficacité. Et que dire des aspects géopolitiques? C'est très bien que le président de la République parle avec Vladimir Poutine, essaye de faire l'intermédiaire, etc. Mais enfin, vous ne croyez pas que si on avait une Europe plus unie, plus forte, avec une défense européenne, avec une vision géopolitique qui aurait été tracée il y a quelques années, avec des valeurs portées par l'ensemble des pays et un message commun, vous ne croyez pas qu'on serait plus puissant pour parler avec une puissance comme la Russie aujourd'hui? Vous ne croyez pas qu'on arriverait à essayer de porter un message de paix plus fort que de le faire chaque pays de son côté? Donc il n'y a vraiment que le rendez-vous européen qui va être important dans les mois qui viennent au niveau électoral. Et donc, moi je vous appelle, vous qui êtes des militants, des responsables politiques, et d'ailleurs il y a dans cette salle pas que des radicaux, à utiliser ce rendez-vous pour la clarification, pour lancer la reconquête, pour travailler à un nouveau cadre, pour faire en sorte que nous nous parlions, et ce rendez-vous européen peut être le moment où nous pouvons débuter ce travail après le lancement des diverses initiatives qui ont été portées par les unes ou par les autres, comme je viens de l'évoquer. Alors, samedi matin, quand on a travaillé avec M. Audemars, j'ai vu des mines déconfites dans la salle. Ce M. Audemars, il est venu nous parler du report des voix et des résultats électoraux. Alors, bien entendu, les résultats électoraux, pour nous, ce coup-ci, pour les républicains, humanistes, sociodémocrates, ça n'a pas été facile. Et il nous a clairement dit qu'il n'y avait plus d'espace. Voilà. Mais il nous a dit qu'il n'y avait plus d'espace en 2022. Vous avez entendu M. Dormagel l'après-midi nous expliquer que ce n'est pas parce qu'il n'y avait pas d'espace en 2022 qu'il ne pourrait pas y avoir d'espace après. La plupart de notre électorat, il est où? Ben, il est parti sur le président de la République. En 2017, en 2022. Alors en 2022, j'ai un peu plus de mal qu'en 2017, parce qu'en 2017, il y avait des projets, il y avait une promesse de recherche, d'émancipation, il y avait des idées qui étaient intéressantes sur certains aspects.
On a vu rapidement que tout cela n'était qu'illusion, puisque la première décision qui a été prise, c'est la baisse des APL. Bon, ça a été un peu la douche froide pour bon nombre de ceux qui sincèrement avaient soutenu cette démarche. En 2022, bis repetita, parce que nous, le Front républicain, on le fait. Hein. Quand il s'agit de faire en sorte de combattre le Rassemblement national et de faire élire le président de la République, personne n'a gambergé. On a tous fait ce qu'il fallait. On a publié, on a assumé. Alors je sais bien qu'on m'explique que le Front républicain, ça ne marche plus. Ça marche d'autant moins si vous ne le faites pas. Hein. Et là, très honnêtement, j'en veux à une partie de la majorité qui, sur les législatives, n'a pas su assumer ses responsabilités. Ça n'aurait peut-être pas changé tous les résultats électoraux, mais quand on fait de la politique, il y a la recherche du résultat, il y a parfois l'aigreur de la défaite, mais il y a aussi la morale de votre engagement et le respect de votre engagement. Quand on se dit républicain et quand on a le choix entre un candidat de l'extrême droite et un autre candidat, eh bien, on vote ou on fait en sorte que le message qui soit porté, ce soit de dire qu'on ne vote pas pour l'extrême droite. Et les silences trop nombreux sur le territoire, c'est quelque chose, moi, qui m'a beaucoup choqué et qui, pour tout dire, m'a extrêmement déçu. Et je pense que ça n'aurait peut-être pas changé tous les résultats électoraux, mais il y a probablement quelques dizaines de députés RN qui ont été élus plus facilement, ou qui ont même été tout court élus, parce qu'il y a eu ces silences. Et ça, c'est quelque chose, pour moi, d'absolument dramatique. On peut retrouver cet espace. Parce que, président de la République, il ne pourra pas se représenter. Le macronisme de demain, ce sera la droite libérale. Nos amis qui viennent de la gauche, qui sont partis avec le président de la République, ils nous appellent d'ailleurs actuellement. Ils ne savent pas trop comment les choses vont se passer, parce qu'en plus on les fusionne aujourd'hui. C'est-à-dire que on ne sait pas qui sera le chef demain, mais en tout cas on sait que vous aurez le droit de réunir, puisque vous serez tous ensemble. Bon. Donc ils se sentent un peu malheureux aujourd'hui. Donc cet espace, d'une façon ou d'une autre, il va se réouvrir. Il va se réouvrir parce qu'en définitive, ce qui va se passer, ce qui s'est déjà passé en 2017, c'est qu'après le siphonnage de la gauche, après le siphonnage de la gauche en 2017, c'est le siphonnage de la droite en 2022. Et le score de Valérie Pécresse en atteste, et le score de beaucoup de candidats LR aux législatives en atteste aussi. Et c'est notamment ce qui s'est passé dans les Hautes-Pyrénées, où en définitive, la LR s'est totalement effondrée, et c'est la République en marche qui a bénéficié des voix de la droite classique et libérale dès le premier tour. Donc cet espace, il existe, c'est à nous de le reconquérir, mais pour le reconquérir, il ne faut plus avoir peur. Je l'ai dit hier, il faut mener les débats, il faut aller sur le terrain. Il ne faut pas avoir peur ni des injonctions de gauche de la part des insoumis, ni de la pression que peuvent vous mettre les élus du Rassemblement national. Et quand je parle de pression, elle peut être parfois même, ou en tout cas ressentie comme telle, presque comme physique. Eh bien, il faut arrêter d'avoir peur. Dans le premier mandat, on a vécu des choses compliquées avec mes collègues conseillers régionaux. Hein. Et la présidente, vous en parlerez, elle a vécu une expérience démocratique, si j'ose dire, hein, puisque c'était dans une enceinte publique et démocratique, c'était des moments très très particuliers, d'une violence que personnellement je n'avais jamais vue dans un hémicycle, en tout cas dans les temps modernes. Eh bien, il ne faut plus reculer. Portez vos valeurs, portez vos combats, portez vos expériences locales. Et lorsque vous êtes confronté à un contradicteur, quelqu'un qui veut travailler avec vous et qui veut réfléchir, on travaille. Mais quelqu'un qui vient vous dire qu'il n'y a que lui qui a raison et que de toute façon ce sera comme ça et pas autrement, eh c'est le combat qu'il faut mener, c'est le combat intellectuel. Il ne faut pas reculer sur nos valeurs. Vous êtes dans une prise de parole publique, il y a des choses qui se passent qui ne correspondent pas à vos engagements, il faut le dire. Il faut arrêter de penser que oui, mais comment ça va être compris par mes électeurs, par mon truc. Si c'est vraiment quelque chose qui ne correspond pas à vos engagements, il faut arrêter de se cacher derrière son petit doigt. Il faut arrêter d'avoir peur. Nous avons trop longtemps mal assumé nos valeurs. Et les autres ont su prendre la place. Et ils savent extrêmement bien le faire. Donc, pour les radicaux, c'est assez simple en définitive.
il nous faut redevenir des radicaux. Il nous faut redevenir des radicaux. Vous savez, les républicains du début de la Troisième République, c'était pas rose tous les jours. Ils ont même eu des majorités monarchistes d'ailleurs à gérer parfois. Donc, et je peux vous en parler dans le sud du temps parce que je crois qu'on a eu un député monarchiste jusque dans les années 30. C'est dire si on est une terre moderne. Et il y a encore parfois quelques relents, quelques mémoires qui reviennent. Donc il ne faut pas avoir honte de nos idées, il faut assumer ces combats, il faut que nous redevenions des gens intransigeants sur les valeurs et que nous portions ces combats avec force. Et nous devons les porter contre le Rassemblement national. C'est notre seul ennemi. Les autres sont des adversaires. Le Rassemblement national, c'est l'ennemi. C'est le combat. Ces gens-là ne construisent rien. Ces gens-là sont là pour détruire. Ils sont là pour surfer sur les misères. Vous avez vu en Allemagne ce qui a été... il y a un débat sur l'énergie à l'Assemblée. Qu'est-ce que disent les élus de l'AfD, qui sont l'extrême droite nazie, pas loin pour certains, en Allemagne? Les micros étaient ouverts, ils ne savaient pas que la retransmission avait commencé. Il y a un député qui dit moi je souhaite qu'une chose, c'est qu'on ait un hiver très froid, en pleine crise énergétique. Mais ces gens-là se foutent de la misère du peuple. Ils se foutent que les gens aient froid. Au contraire, il faut que les gens aient froid. Parce que sur cette misère, ils vont pouvoir expliquer que les élites, que le pouvoir, que le nouvel ordre mondial, que sais-je, de complotistes, de totalement dénués de fondement, est responsable de tout. Et que la solution... c'est de mettre les étrangers dehors, parce que c'est toujours la faute des étrangers, de toute façon, voilà. Même quand il s'agit d'énergie, je ne sais pas où ils veulent chercher le lien, mais enfin, moi, c'est comme ça. Et puis, accessoirement, de leur laisser le pouvoir, et vous verrez ce que vous verrez, les choses vont changer. On risque d'avoir malheureusement assez rapidement les preuves de tout cela en Italie, parce que les élections qui se profilent ne seront pas très favorables, mais plus que jamais, indiscutablement, le Rassemblement national, ce sont nos adversaires. Et je vais finir là-dessus. De toute façon, je n'ai plus rien écrit. Donc, il serait peut-être temps que je finisse, c'est ça, Monsieur le Président? Hein? Non, ça ne fait pas une heure. Tant que ça. Ben, comme la présidente a fait plus court que prévu, on m'a dit c'était un peu de temps. Bon, voilà mes amis, les quelques mots trop longs a priori que je voulais vous adresser. Vous dire qu'on va renouveler des séminaires comme ça. On le renouvellera l'année prochaine. On fera un séminaire pour les élus au mois de décembre, au mois de janvier, que nous sommes dans la préparation du congrès aux côtés de notre président, que nous allons le soutenir, que nous allons travailler avec lui, mais pas travailler pour juste la défense du parti, pas travailler juste pour des accords électoraux qui pourraient venir ou pour des futures élections, travailler sur le fond, travailler sur les idées, travailler pour la gauche et travailler pour la France. Je vous remercie.